Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. L'insécurité dans la région de Mopti devient de plus en plus inquiétante. Selon certains observateurs, aujourd'hui, la situation sécuritaire a dépassé le seuil du tolérable dans la localité de Diafarabé. Désespoir, peur, frustration, intimidation, psychose généralisée sont devenus le quotidien des populations de la commune. Au même moment, les attaques se poursuivent à Douanzan et d'autres localités de la région. Qu'est-ce qui explique cette présence massive des djihadistes dans la région de Mopti dénoncée par certains observateurs? Les autorités s'intéressent-elles suffisamment à cette question? Nos invités, Oumar Bathily, ancien maire de Mopti, Abba Kassambara, coordinateur de l'ONG Think Peace à Mopti, Baba Dakono, chercheur à l'ISS et Boubacar Bokoum, politologue. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, ce soir, nous parlons de l'insécurité à Mopti. La population dénonce l'absence de l'État. Alors, monsieur Bathily, vous êtes ancien maire à Mopti. Qu'est-ce qui explique cette présence massive des djihadistes dans la région de Mopti qui est dénoncée par certains observateurs? Écoutez, je vous remercie de m'inviter à ce débat qui nous intéresse, nous, venant de la région de Mopti Atlantique. En fait, l'insécurité dans la région de Mopti, c'est simple. Par sa définition même d'État, c'est une population... Monsieur le maire, on vous entend très mal, on va vous rappeler tout de suite. Monsieur Kassambara Abba, vous êtes le coordinateur de Think Peace à Mopti. Vous êtes avec nous? Oui, bien sûr. Voilà, alors quelle est la situation aujourd'hui sécuritaire à Mopti? D'accord, je vous remercie de m'avoir fait prendre part à ce débat et d'avoir choisi également M. le maire Bathily qui a vraiment tout donné pour que la paix puisse revenir pendant qu'il était là. La situation sécuritaire, vraiment, elle est embarrassante. Aujourd'hui, comme il a prononcé un mot, l'anxiété est du jour. Aujourd'hui, nous faisons partir. En tout cas, les uns et les autres sont là et chacun espère voir le lendemain. Sinon, dans tous les cercles aujourd'hui, la menace, vraiment, elle est au point 5. Donc, ça veut dire que la région de Mopti, l'insécurité quand même est présente. Quand cela ne tienne, les gens ne vont pas se laisser faire. Hein. Les uns et les autres sont en train de prendre leur malentendu et leurs responsabilités pour que chacun puisse maintenant se défendre. Se défendre comment? Chacun puisse apporter sa contribution pour aider les forces nationales, aider l'administration, aider tous les acteurs du processus pour que la paix vraiment puisse revenir dans la région de Mopti. Monsieur Bokoum, vous êtes politologue. Que pensez-vous de cette situation sécuritaire à Mopti? Je pense qu'il y a deux axes qu'il faut prendre. Déjà, le fait que ça ne va pas totalement au nord, parce que même au moment où on parle, ça chauffe un peu dans la région de Tombouctou et tout ce qui va avec, ça ne va pas du tout. Donc ça veut dire qu'effectivement, les djihadistes descendent un peu vers le sud, où il y a un semblant d'accalmie, où effectivement l'État n'est pas non plus présent, pas plus qu'au nord du Mali. Je pense qu'à ce niveau, il y a lieu de tenir compte du fait que nous n'avons pas une éducation citoyenne très avancée, parce que tout n'est pas militaire en réalité. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une bonne coordination entre les populations et les forces armées de sécurité. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre une armée qui sécurise totalement toutes ces zones. On n'a pas les moyens, on n'a pas les hommes qu'il faut à ça. Et le pays est très vaste. Donc, si aujourd'hui on veut réussir quelque chose, c'est déjà qu'on s'inscrive dans une dynamique citoyenne. En son temps, il y avait le service national des jeunes, que je pense qu'il faut remettre au goût du jour. Il y avait une structure, si je n'abuse de l'appellation qu'on appelait les civiques en son temps. Donc, des gens qui avaient quand même une formation basique de l'école du soldat et puis les notions élémentaires de citoyenneté. Donc je pense que quand on va juguler tous ces aspects, ça va permettre effectivement d'avoir une bonne coordination, parce qu'aujourd'hui quand j'entends que les gens se défendent, ça me fait un peu peur, parce que est-ce qu'on ne va pas encore retomber dans le système de milices, d'autodéfense, de ceci, cela, c'est très compliqué. Une fois qu'on va rentrer dans ce schéma, ça va être chaotique pour nous. Donc il s'agit maintenant de bien organiser, de faire en sorte que ce soit l'État, mais avoir un mécanisme communicationnel d'information qui permette à l'État de pouvoir
agir à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Baba Dakono, avez-vous la même lecture de la situation que M. Bokou? Oui, peut-être à des degrés différents, mais d'accord avec lui que la situation à Mopti sécuritaire est très préoccupante et qu'il faudrait l'implication de tous les acteurs, y compris civils et citoyens, pour pouvoir contenir la menace et y faire face. Mais il est quand même important de rappeler que la situation est beaucoup plus complexe à Mopti, en lien avec sa géographie elle-même. Comme vous le savez, il y a 2 zones à Mopti dans la région. Il y a la zone exondée et il y a la zone inondée. S'agissant de la zone inondée, ce qui est très inquiétant, c'est que cette zone semble être coupée du pays, notamment en période hivernale, depuis très très longtemps. Donc il était facile pour les groupes armés de tous ordres, que ce soit des groupes armés terroristes ou d'autres types de groupes armés, de s'installer dans la localité et de pouvoir étendre les tentacules qui les permettent aujourd'hui de contrôler partiellement ou dans certaines localités en totalité les localités. Et ce qui est davantage inquiétant, c'est que ces groupes armés sont quand même parvenus à contrôler la zone, que ce soit de la région inondée, vous avez pris l'exemple de Diafrabé, ou que ce soit de la zone exondée, principalement le plateau d'Ogon. Aujourd'hui, Mopti, malgré sa complexité de sa géographie, semble être contrôlé par différents groupes armés. On va écouter un témoignage d'une habitante de Diafarabé par rapport à la situation sécuritaire sur place. Bon, la situation quand même vraiment c'est compliqué parce que j'ai dit même les lundis passés, donc c'est le marché de Diafarabé, donc ils ont venu là-bas pour dire qu'entre les hommes et les femmes, donc il ne faut pas que les gens montent dans une moto avec des pirogues ou des charrettes, donc c'est interdit. Ils ont demandé de forcer des habits noirs. Comme c'est chaque jour on est habitué maintenant, tu vois ça. Pour les militaires, il n'y a personne. C'est eux qui sont les militaires ici. Il n'y a rien quand même envers l'administration. Il n'y a pas de mairie ni il n'y a rien ici. Depuis des années, les écoles sont fermées. Ils viennent dans la mosquée pour menacer des gens seulement. Ils n'ont pas commencé. Bon, ils ont menacé des gens de porter des habits. S'ils n'ont pas fait, donc ils vont faire ce qu'ils vont faire. Monsieur Omar Batili, vous êtes ancien maire de Mopti. Est-ce que vous confirmez ces dits de cette habitante de Diafarabé? Je ne sais pas aller, mais je sais quand même que ce qu'elle vient de faire comme témoignage est vrai, dans la mesure où les éléments constitutifs de l'État n'existent pas. C'est dommage, parce que le territoire est là, la population est sur place, mais il n'y a pas de puissance publique, il n'y a pas d'administration. Il y a absolument l'État qui est absent. C'est inimaginable. C'est inimaginable. On est dans une république, on est dans un État. Mais en réalité, l'État n'existe pas. Dans la région centre, c'est la réalité, c'est la triste réalité. L'État malien n'existe pas. Parce que juridiquement, même les éléments constitutifs de l'État, il y a un élément qui manque. C'est la puissance publique. À dire même qu'on ne se reconnaisse même pas malien. En réalité, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut tomber aussi bas? Qu'est-ce qu'on peut tomber aussi bas? Alors, Monsieur Abba Kassambara, il y a quelques semaines, vous aviez dénoncé le fait que dans certaines localités de Mopti également, il y a des djihadistes qui empêchent les habitants de cultiver. Qu'en est-il aujourd'hui? Bon, en fait, c'est ce que j'ai dit. Je donne l'exemple peut-être de Mangoro-Bougou et autres choses, d'autres qui sont là. Mais je voudrais d'abord, je pense que M. Bokou m'a parlé des solutions par rapport à l'éducation civique. Mais actuellement, est-ce que l'éducation civique peut être un remède par rapport à cette insécurité? Je vais vous faire un peu l'état du problème. D'abord, beaucoup m'a parlé de la situation géographique. Vous savez, la région de Mopti, pour rappeler à ceux qui connaissent et pour vraiment faire connaître, elle est située, elle est limitée au nord par la région de Tombouctou. Zone d'insécurité, n'est-ce pas, dans le cercle de Rarousse et Niapunké. Elle est limitée au sud aussi par le Burkina Faso, la sous-préfecture de Djibo, Ouaïga et de Tougan. La sous-préfecture de Djibo, c'est là-bas même qui est le fief même de tous les maux du Burkina viennent.
Et la région de Ségou également par le cercle de Tomigna, peut-être là-bas on peut dire qu'il y a des accalmies, et par le cercle de San et de Massina. Donc San et Tomigna, on peut dire que ça va un peu sur la situation sécuritaire, mais à Massina, vous voyez, là aussi les mâles proviennent pour rentrer dans la région de Mopti. À l'ouest, elle est limitée par quoi? Par les cercles de Nyono et de Massina, qui sont dans la région de Ségou et qui sont aussi les fiefs de ces zones-là. À l'est, nous avons la sous-préfecture de Djibo et la région de Tombouctou, telle que le cercle de Gourma de la Rousse. Donc vous voyez, la région est plongée entièrement de partout par des foyers de tension. Voilà pourquoi il est très difficile. Si seulement c'est d'un seul côté que le mal venait, là c'est un problème. Maintenant, par rapport à ce qui se vit, je ne dirais pas que l'État est absent, parce que l'État n'existe pas seulement en termes de composantes administratives ou autre chose, mais l'État comme territoire, l'État comme population existe, mais ce qui n'existe pas, c'est les représentations de l'État qui n'existent pas dans cette zone-là. Donc ça veut dire que dès qu'on dit que l'État n'existe pas, ça veut dire qu'on ne peut plus intervenir là-bas. Mais dès qu'il y a des composantes, le territoire existe, la population existe, les représentants de l'administration doivent essayer de voir des moyens pour sauver cette population et pour sauver l'intégrité territoriale à travers la récupération de cette partie qui est gérée par d'autres. Donc je pense qu'il faudrait faire la part des choses. Actuellement là où nous sommes, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui a poussé d'abord les gens à aller vers ça? C'est ce qu'il faut poser comme diagnostic. La formation civique, la formation citoyenne, tout ça, ça peut venir peut-être après l'accalmie, après la paix, après autre chose. Maintenant, c'est que nous devons avoir réellement comment sortir de ce gouffre. C'est ça la question qui se pose actuellement. Oui, par rapport à l'autre question qui est que des djihadistes auraient empêché aux habitants des localités, comme vous l'avez cité, Mangrobougou, de cultiver. Oui, et depuis lors, je pense que je n'ai pas reçu d'autres informations venant de ce côté-là sur l'évolution de la situation. Peut-être que je vais me renseigner également à travers mes sources d'informations sur place pour voir comment la situation a évolué jusqu'à nos jours. D'accord, comment peut-on expliquer toute cette situation quand on voit que ces groupes armés ou djihadistes exigent les femmes à se voiler ou empêchent même des cultivateurs à cultiver alors qu'ils ne vivent que de cela? Bon, vous savez, concernant la question spécifique liée à l'agriculture, il y a beaucoup de choses qui se disent dans ces localités. Je me rappelle au cours d'une mission, il n'y a pas très très longtemps, selon les communautés, les marchés, les groupes armés terroristes s'approvisionnaient dans le marché pour pouvoir acheter tout ce qu'il y avait comme vivre sur le marché, et justement pour pouvoir contrôler les populations pendant les périodes de soudure. Donc, au-delà de la question d'empêcher la culture, il y a beaucoup de choses qui se disent autour des moyens et stratégies des groupes armés terroristes, justement qui se positionnent comme acteurs apportant des réponses à certaines souffrances des populations. Je voudrais quand même revenir sur cette question de présence ou d'absence de l'État qui est centrale par rapport au sujet et qui revient tout le temps. Il est important de replacer ce retour de l'État ou la présence de l'État dans une perspective plus large de comment s'effectue ce retour et sur quelle base? Parce qu'il ne s'agit pas, l'intervenant qui a précédé tout à l'heure l'a rappelé, de la présence physique de l'État à travers ses représentants. Dans certaines localités, on pense tout de suite aux forces de sécurité, mais de quel type, même quand l'État est présent, quelles sont les réponses qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle apporte comme réponse? Parce qu'au-delà de la question du terrorisme aujourd'hui, dans ces localités, c'est le détournement des frustrations et des griefs des communautés. Ces griefs et frustrations reposent d'abord sur la justice. Les populations estimaient que la justice n'était pas rendue comme elle devrait l'être. C'est les questions d'accès aux ressources naturelles. Donc en fait, tous les problèmes, l'État se trouvait au cœur de la plupart des problèmes qui étaient évoqués par les communautés. Si aujourd'hui la présence ou le retour de l'État doit se manifester dans les mêmes conditions avec les mêmes modes de gouvernance, il va sans dire que le problème ne peut être résolu. Donc il est important de replacer au cœur du débat s'agissant du retour de l'État ces questions qui sont aussi importantes. Bokoum, qu'en pensez-vous? Je suis totalement d'accord avec M. Dakono. C'est là l'analyse où la continuité de l'État pose problème. Effectivement, quand j'ai parlé tout de suite d'éducation citoyenne,
je semble qu'il n'a pas bien compris de quoi est-ce que je veux parler. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, l'État, c'est vrai que, comme il l'a dit, l'armée n'est pas peut-être présente, les commandants de cercle, et ainsi de suite. Mais nous sommes dans un contexte quand même de décentralisation. Donc, il y a lieu, effectivement, que dans ce principe de la décentralisation, que les gens puissent gérer certains aspects localement. Donc, si on a une bonne intelligence qui nous permette effectivement d'aller à une forme de gouvernance plus flexible et en intégrant tous les paramètres locaux, il y a de fortes chances que le relais puisse venir automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que même quand on va envoyer un militaire sur le terrain, il va faire quoi ? Il ne peut pas affronter physiquement les djihadistes parce que nous sommes déjà dans une guerre asymétrique où c'est très complexe. Donc c'est la population qui doit... Moi, mon souci, c'est juste de dire qu'il ne faut pas que les gens aillent dans un système de milices, qu'ils s'organisent. Parce qu'effectivement, si l'État n'est pas là, le réflexe, c'est quoi ? Il faut bien qu'on se défende. Donc, on va s'organiser encore, on va créer des milices comme les Gandakoy, les Gandaizo et tout ce qui suit, qui aujourd'hui, on a du mal même à dissoudre dans le processus de DDR et de la démobilisation et tout ça. C'est très complexe. Donc, il ne faut pas encore en rajouter. Donc, pour éviter ça, il faut trouver une gouvernance plus flexible. Déjà, nous avons des textes de décentralisation, aller à des mécanismes, les chefs de village, les chefs de quartier, que les gens s'organisent, qu'on mette la sécurité d'État de telle façon que l'information puisse être bien filtrée et qu'on puisse réagir souvent de façon ponctuelle sans être une présence massive ou visible. Donc l'État peut toujours être derrière, mais il faut une gouvernance très intelligente en attendant qu'on sorte de cette situation. Parce que c'est là où je pense que l'éducation citoyenne a tout son rôle. Si on est bien éduqué et qu'on comprenne les enjeux réels de l'État et qu'on comprenne les mécanismes par lesquels on informe l'État et de quoi on informe l'État et comment on doit fonctionner vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des djihadistes, je pense que ça nous permettrait effectivement de sortir de cette situation. Maintenant, si nous n'allons pas à ça, je ne vois pas aujourd'hui physiquement quelle est l'armée qu'on va pouvoir déployer sur le terrain, quel est le mécanisme de gouvernance, parce que même ce que M. Dakono vient de dire, cette gouvernance, il nous faut encore du temps. On a de mauvaises habitudes, tout le monde parle de la corruption. Mais même avec ces éducations, est-ce que s'il n'y a pas cette confiance entre les forces de sécurité et la population, parce que la population également, dans certains niveaux, ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas qui est l'ennemi. Non, il n'y a pas un manque de confiance criard entre les forces de sécurité et la population. Non, le problème, il n'est pas comme ça. M. Dakono vient de le dire, c'est surtout la justice. Il y a eu une décrédibilisation de l'État. Qui a créé un manque de confiance. Il y a un manque de confiance par rapport à comment on rend la justice, l'équité et tout ce qu'on connaît par rapport à notre système social. Et généralement, nous sommes partie prenante parce que c'est nous qui avons mis le social dans le grain de l'administration, ce qui fait que tout est géré au Mali à travers des relations, le copinage. Donc, on a créé un système où quelqu'un d'intègre a du mal à gérer, à d'être juste parce que le système, il est là. Donc ce système, il faut qu'on le change. Et pour le changer, il faut vraiment de la sensibilisation, il faut de la mobilisation, une dose de rigueur. Mais aujourd'hui, est-ce que les Maliens sont même prêts à accepter la rigueur? Parce que chaque fois que tu vas vers la rigueur, on a l'impression que tu es braqué contre X, que tu es braqué contre Y. Donc c'est un problème. Donc nous refusons d'aller vers l'exigence sur soi, mais nous sommes toujours prêts à accuser l'autre, à vouloir trouver des mécanismes qui ne fonctionnent pas. Parce qu'il faut que chacun se remette en cause. Maintenant, si nous nous remettons ensemble en cause, nous allons trouver un mécanisme sur lequel nous allons tous nous mettre d'accord et qu'à partir de cet instant T, on dit, bon, plus jamais ça. Mais nous ne sommes pas dans cet exercice. Nous sommes toujours en train de se lancer la balle en balle de ping-pong. Chacun dit que c'est l'autre, c'est X, c'est Y, mais personne n'assume. Donc à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, qu'on se dise qu'est-ce qui ne va pas. Donc les sources du mal, c'est lointain. Hein? Ce n'est pas une histoire qui a débarqué en 2012 ou bien avec Ibeka. Non, non, non. Les sources sont très profondes et il faut aller revisiter tout ça, réinterroger notre culture, réinterroger l'histoire et se dire la vérité en face maintenant, comment on va aller vers une nouvelle émergence. Alors on va partir à Douanzan où ce matin il y a eu une attaque de sources sécuritaires. Il y a eu 2 terroristes qui ont été tués et un militaire malien et un casque bleu qui ont été blessés. Écoutons ce témoignage. En fait, ce matin à 5h10, on s'est réveillé avec des armes lourdes qui se tiraient de tous les côtés. C'était des djihadistes qui ont attaqué le poste. Après une quarantaine de minutes, tout le monde était sous les maisons. On entendait des armes lourdes qui se tiraient de tous les côtés. C'était entre les djihadistes et les militaires. Bon, selon ce qu'on a vu tout de suite, il y a eu
djihadistes qui ont été tués. Selon certaines informations, c'était au nombre de 4 djihadistes qui sont venus pour attaquer les checkpoints militaires et les checkpoints de MINUSMA. La ville de Douala est timide. Là où je vous parle, personne ne sort, personne ne rentre. Même les éleveurs, personne, même les agriculteurs, tout le monde est sur place. Alors, Abba Kassambra, face à cette situation d'insécurité, la MINUSMA avait promis déployer ses forces dans le centre. Aujourd'hui, est-ce que ce déploiement a changé quelque chose? Est-ce que ça a permis de rétablir une certaine confiance, rassurer la population? On était vraiment très satisfait lors de la passation de la résolution, de la dernière résolution de la MINUSMA. Mais concrètement, sur le terrain, nous n'avons pas constaté cela. En tout cas, c'est le même processus qui continue, c'est le même qui continue, mais nous n'avons pas vu concrètement vraiment ces redéploiements et cette truc de la MINUSMA sur le terrain, compte tenu quand même de sa branche armée. Elle s'active quand même dans le cadre d'équipes, c'est-à-dire des projets à impact rapide, qui sont en train de financer des projets de jeunes et de réhabiliter les locaux. Mais par rapport à ce volet, vraiment, en tout cas, personnellement, nous n'avons pas constaté quand même d'avancer dans ce sens-là. Et pour ce faire, par rapport à la situation sécuritaire dans la région de Mopti, j'ai dit que dans le débat, beaucoup m'avaient parlé d'une chose, et il l'a répété aujourd'hui, que j'apprécie vraiment. C'est la population elle-même qui devrait vraiment amener cette solution. Elle ne viendra pas d'ailleurs. Hein. C'est la population qui doit s'organiser, c'est la population qui doit avoir le courage. Et quand il y a un malheur sur le pays, un truc là, c'est à elle de pouvoir vraiment avoir la résilience. Il doit avoir forcément quand même des sacrifices. D'autres vont perdre leur vie peut-être pour sauver la vie d'autres. Mais le moyen, c'est quoi? Le hic, c'est quoi? C'est comment avoir des canaux de communication qui peuvent vraiment mettre en interconnexion avec les forces de défense et de sécurité pour que les gens puissent vraiment informer ou bien les gens puissent participer au processus de paix de façon très concrète. Nous voyons quand même les convois de MINUSMA aller et venir, mais c'est une case bien enfermée, on ne peut pas avoir des informations dedans. Même nos locaux qui sont là-dedans, quand ils les informent, on dit qu'il nous est interdit de parler parce que nous sommes recrutés par la MINUSMA. De ce côté, on n'a pas d'informations. Et du côté de l'armée aussi, c'est la grande miette. Ils ne disent pas quand même les opérations qu'ils vont dire. Mais nous, nous faisons constater quand même que l'insécurité, elle existe, elle est permanente. Et nous venons de faire tout de suite une tournée, de sillonner les 6 cercles dans lesquels nous avons mené des ateliers pour collecter les facteurs qui poussent réellement, surtout les jeunes, la branche juvénile, à ceci, à cela. Dans ça, nous avons vu qu'il y a le règlement des comptes. Et il y a les facteurs historiques, comme beaucoup me l'a dit, ça vient de loin. Et vous voyez, moi, je suis noble et que je vois mon esclave en mentant, parce que mon esclave est en train de me gouverner aujourd'hui par les guerres de la dévolution du pouvoir à travers les élections et choses. Donc, c'est tout ça, c'est des facteurs qui font que les gens s'infiltrent dans la mauvaise distribution des justices se disent partout. Et le principal facteur qui a été cité partout, c'est la pauvreté, le désœuvrement, l'inactivité de la jeunesse. Ça a été dit. Il y a un participant qui l'a dit à Bayangara, il dit là où il est. Si on lui promet seulement 150 000 francs et il est prêt quand même à faire des dégâts dans la ville de Bayangara, un jeu. Vous voyez que c'est tellement pertinent. En plus de l'insécurité, il y a la pauvreté là qui mine les gens plus que l'insécurité même. Donc, si l'on devait, selon moi, si l'on devait donner des solutions à court terme et à moyen et à long terme, on devrait commencer d'abord par créer des activités, par créer des emplois décents. C'est ce que je dis. Je ne dirais pas des activités génératrices de revenus. Créer des emplois décents, ne serait-ce que pour certaines couches vulnérables qui sont là et qui peuvent être tentées du jour au lendemain. Monsieur Bathily, est-ce que vous pensez également que les résultats de la présence de la MINUSMA ne sont pas visibles sur le terrain? Bon, écoutez, je pense que la mission de la MINUSMA, ils sont vraiment clairs, hein, parce que je me rappelle avoir organisé une assemblée générale à la suite de l'attaque de Sévaré. Il y avait des hauts responsables même de la MINUSMA qui étaient nos invités.
Mais ils ont été clairs, ils disent qu'ils ne sont pas là pour faire la guerre à la place de l'État malien. Hein. C'est l'armée, le FAMA qui doivent venir mener cette guerre contre les djihadistes. Ils ne sont pas là pour vraiment combattre les djihadistes. Ils ont été vraiment clairs. Et je pense qu'on ne doit pas laisser notre sécurité à la main de quelqu'un. C'est comme dans une famille. Tu es chef de famille, et ta famille est sous ta protection. L'État a obligation d'assurer la sécurité des biens des personnes sur tout l'étendue du territoire. Un point. Par ailleurs, j'ai suivi l'intervention du jeune Kassabara. Quand il parle de noble esclavage, je pense que nous sommes dans une république. Je pense que évitons de tels débats vraiment dans les radios, c'est pas bon. Mais est-ce que ces situations n'existent pas? Il faut bien qu'on en parle. Oui, il disait que la situation de le noble, entre guillemets, qui s'est fait gouverner par un esclave, par la voie des élections, par la voie des urnes, ça c'est la légitimité. Je remarque aussi que dans la région centre, la zone inondée, même ça, la libre administration n'existe pas. Et pourtant, c'est des élus qui ont leur mandat. Monsieur Bokoum, monsieur le maire pense qu'il y a des questions qu'il ne faut pas toucher, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Est-ce que ce n'est pas ces genres de situations qui nous ont conduits ici? C'est ce qu'il faut éviter, parce que nous sommes là aujourd'hui parce que nous sommes tués sur beaucoup de choses. Et il faut aujourd'hui qu'on ait le courage de se dire les choses en face. Comme il vient de le dire, on est dans une république quand même. Donc c'est un truc ethnique, il faut qu'on en sorte. Mais malheureusement, dans la pratique, ce que M. Kassambara a dit, c'est une triste réalité. Il y a des gens, quand ils émergent, on va dire, ouais, celui-là c'est un esclave, ses parents sont venus de là-bas, et puis voilà. Tout un tas de trucs qui font qu'effectivement, on empêche aux gens de s'épanouir. On n'accompagne pas, on ne tire pas les gens vers le haut, on essaie toujours de pousser les gens dans leur retranchement. Donc, effectivement, la démocratie aidant aujourd'hui, on est parlé dans un grand repli identitaire, parce que vous voyez qu'il y a des associations qui fleurissent un peu partout, les ressortissants de Gundam, de Direy, de Soreille, ainsi de suite. Donc, au lieu qu'on soit fusionnel, qu'on revienne à la notion de l'identité générale, nationale, on est en train de tomber dans le piège du sectarisme, parce que c'est ça un peu la difficulté. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face, qu'on reconnaisse qu'on est dans une république et qu'on est tous au même pied d'égalité. Parce que c'est que les gens oublient. Même les Occidentaux auxquels nous faisons allusion, chaque fois nous les accusons, ils sont aussi passés par là. Il y a eu l'époque féodale en France. Ils se sont battus. Ils sont allés à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aujourd'hui on équilibre. Et nous avons du mal à comprendre chez nous. Après les années 60, qu'on ait eu nos indépendances, qu'on demande aux Européens de repartir chez eux, nous nous assumons, mais entre nous-mêmes, nous continuons à conserver ce système que nous avons hérité et nous enfonçons nos anciennes manières qui consistent à empêcher aux autres de s'épanouir. Ben, ça, c'est juste la parenthèse pour monsieur le maire. Maintenant, au niveau de l'aménagement, le problème qui se pose, c'est quoi? Mais l'aménagement, elle est là pour stabiliser. Elle n'est pas là pour faire la guerre en réalité. Donc, quand les gens voient l'aménagement en train de circuler, c'est le système de l'État qui est sécurisé par les Nations Unies. Donc, on stabilise l'État. Mais est-ce que la stabilisation ne passe pas par la sécurisation? Non, il y a deux notions distinctes. Quand l'aménagement vient parce que l'État était en voie de disparition, le Mali était en train de disparaître. C'est ça la réalité. Maintenant, on est venu, on a stoppé les djihadistes, on a ralenti leur progression, mais on ne les a pas éliminés. Voilà, donc l'aménagement ne peut pas faire ce travail. Donc on donne les moyens de sécurisation globale. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y aura des camps, il y aura des mini-patrouilles, il y a des trucs, mais ça ne suffit pas pour sécuriser un État. Même les checkpoints dont nous parlons. Mais un checkpoint, c'est quoi? C'est juste quelques agents qui sont là avec quelques armes légères. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à une attaque? Rien du tout. Tu regardes nos casernes, la configuration actuelle de nos casernes, c'est quoi? Aujourd'hui, quand tu bombardes Kati, mais est-ce que ce n'est pas des civils que tu vas tuer? Est-ce que c'est des militaires? Donc, il y a toute une configuration militaire qu'il faut changer, que nos habitudes, et puis il faut qu'on soit agressif. Nous attendons, nous avons des positions statiques. Nos casernes, on les attaque pourquoi? Parce qu'on vient, on s'assoit et puis on attend. Et un beau jour, un djihadiste, il débarque de quelque part et il vous pointe l'harmonie. Aujourd'hui, il faut traquer les djihadistes, il faut aller les chercher, il faut aller les débusquer. Il faut se donner les moyens d'aller à ça. Vous parlez de l'armée malienne?
Oui, mais c'est à l'armée de le faire. C'est quand même notre pays. Les autres, ils viennent juste nous aider. Donc, déjà qu'ils parviennent à sécuriser globalement les capitales, quelques points stratégiques, ils parviennent déjà à nous accompagner à ça. Maintenant, le travail de fond. Et puis, en réalité, quand vous regardez les gens de l'aménagement, tu vas voir les Togolais, les Sénégalais, des gens qui ne comprennent même pas. Bon, voilà. Comment ils vont communiquer même avec les populations pour avoir les renseignements, tous les trucs nécessaires. Donc, c'est notre armée qui connaît très bien ce pays, qui connaît profondément le pays, qui connaît le comportement de tout un chacun, qui doit aller à ça. Et il ne faut pas qu'on s'asseye, parce que c'est ce que je dis, on est trop attentiste. On pense que l'Occident va venir tout faire à notre place, c'est l'armée des autres qui va faire. Oui, ils viennent nous accompagner, d'accord. Mais nous-mêmes, quel est le sacrifice que nous sommes prêts à faire? Quels sont les moyens? Il faut une refondation réelle même de notre système de gouvernance, comme M. Dakono l'a dit. La gouvernance, ça implique l'armée, ça implique nos façons d'être, notre façon de faire. Tout ça nécessite aujourd'hui une refondation réelle. Alors, Dakono, en plus de l'armée malienne, il y a la force G5 Sahel qui est très attendue, et suite à l'attaque au Burkina Faso, il y a Alpha Condé qui a demandé l'opérationnalisation de cette force qui devrait être faite en ce mois d'août, fin août. Alors, où en sommes-nous par rapport à cette force du G5 Sahel? Je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure qu'il y a eu une déclaration d'Alpha Condé dans ce sens. Ça veut dire que nous sommes toujours dans la phase, et je crois qu'on parle là du fuseau central qui doit être basé justement à Sévaré. Comme vous le savez, depuis le début s'agissant de l'opérationnalisation de cette force, il y a les questions de moyens qui se sont posées et qui continuent à se poser. Tant qu'on n'a pas définitivement résolu ces questions financières, il est difficile de penser que cette force pourra être opérationnelle tout de suite et avoir des résultats attendus. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur la question de l'amunissement. Je crois que ça a été rappelé par beaucoup, mais c'est lui qui a parlé avant, qu'il faut... Ce qui s'est passé à Douentza aujourd'hui et qui se passe actuellement, sinon il y a quelques heures à Tombouctou, si l'information venait d'être confirmée, prouve toute la difficulté qui existait autour du mandat d'amunissement. C'est que pour de nombreux observateurs, l'amunissement aura même de la difficulté à se protéger elle-même d'abord. C'est-à-dire, on attend de l'amunissement une mission qu'elle n'est même pas à même d'offrir pour elle d'abord. Vous savez, avec tout le personnel de l'amunissement, y compris le personnel civil, elle n'a même pas les moyens d'assurer sa propre sécurité avant de parler de la sécurisation du territoire malien. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il a dit tout à l'heure, aller cueillir Yadagali, ce sera le souhait de nombreux Maliens, mais qui pour faire cette mission aujourd'hui? Est-ce que l'armée malienne est capable de le faire? L'armée malienne n'est même pas au-delà de Menaka. Et on sait que Yadagali, selon plusieurs informations, serait replié dans les massifs montagneux à l'extrême nord du pays. Donc c'est très difficile, même au-delà de ça, sans une véritable coopération régionale qui inclut au-delà du G5 Sahel l'Algérie, il est difficile aujourd'hui d'avoir ce résultat qui est escompté par de nombreux Maliens. Alors, écoutons cette analyse en responsable de la communauté Peul à Mopti. L'État n'est pas présent, non seulement à Jafarabé seulement, mais dans beaucoup de zones de la région. L'État est absent, que les djihadistes qui occupent là-bas, on le sait. Même à Dialogué, c'est pareil. L'État ne vient pas. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de force de sécurité, il n'y a rien de rien. On est tous abandonnés là-bas. Je suis vraiment déçu de voir depuis un certain temps que la population de Jafarabé, et pas que Jafarabé, de beaucoup de zones de la région de Mopti sont abandonnés à leur propre sort. Voilà, qu'ils sont avec des djihadistes pendant un très bon bout de temps, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils voulaient, et c'est vraiment une situation invivable parce que l'État ne se soucie plus de ces gens-là, on n'en parle pas, c'est vraiment désolant et c'est décevant. C'est que l'État doit prendre sa responsabilité, l'État doit s'assumer, l'État doit faire ce qu'il y a lieu de faire. C'est que l'État a des responsabilités vis-à-vis de ces populations qui payent leurs impôts et qui ne demandent qu'à être sécurisées. Alors, M. Bathily, à votre avis, est-ce que les autorités s'intéressent suffisamment à cette question de sécurité à Mopti? Oui, mais le témoignage de ce monsieur en est une belle illustration. C'est ça que j'ai dit. Quand je dis qu'à droit constitutionnel, comme je l'ai dit, les éléments constitutifs de l'État, c'est quoi? C'est le territoire, c'est la population, c'est la puissance publique. Oui, la puissance publique, c'est qui? C'est l'État. L'État, c'est qui? C'est les gouvernants. Mais c'est ça le problème, c'est un élément qui manque.
Il faut avoir le courage de le dire, quelle que soit la volonté, quel que soit le courage, quelle que soit la bravoure de ces populations. Il ne peut pas affronter ces djihadistes, ce n'est pas possible. Il faut un minimum. Mais je ne sais pas comment on peut abandonner une partie du territoire pour dire que, écoutez, on va faire ce. Mais il n'y a pas de marchandage. Et puis, comme on a dit, l'administration, ils ont été. Le rôle de la mission de l'administration, c'est clair. Hein, il faut aller les voir, il faut les rencontrer. C'est très clair. Ils disent qu'ils sont là pour stabiliser, comme l'autre l'a dit, mais pas pour lutter contre les djihadistes. Encore moins par rapport à ce phénomène d'insécurité. Moi, je dis, Mopti, derrière le fleuve, faut qu'il connaisse Mopti, juste derrière le fleuve, à Dansara, à Bargodara, Biaville, c'est 50 francs quand tu traverses le fleuve, 50 francs. Mais il n'y a personne. Mais il y a l'autre jour, des dames, elles ne savaient pas. Elles se sont hasardées pour aller à un mariage derrière le fleuve, comme ça. C'est le social. Mais quelle ne fut leur surprise de se voir bastonner. De se voir bastonner. Mais tu traverses avec la pirogue à 50 francs sur le bas. C'est inimaginable. C'est incroyable. Alors, Monsieur Bokoum, face à tous ces problèmes, si c'est l'accord de paix, la mise en œuvre de l'accord pour la paix qui devrait permettre le retour de l'administration au nord du Mali, qu'est-ce qui va permettre ce retour de l'administration demandé par la population dans le centre du pays, à Mopti? Non, je pense qu'il faut que les gens fassent le distinguo. Ce n'est pas seulement le retour de l'administration qui pose problème. Parce que quand je regarde les gens qui se font bastonner, toute cette problématique, elle est plus complexe que la présence que de l'État. L'État ne peut pas être président. Ce n'est pas possible. La façon dont on le veut, si réellement l'insécurité atteint ce niveau, les gens doivent comprendre d'abord que ce n'est pas un manque de volonté de l'État. L'État est incapable aujourd'hui d'aller à un certain nombre d'exercices. Ils n'ont pas les moyens. Non, on n'a pas les moyens. Parce qu'en réalité, depuis 2012, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un pays qui était en train de sombrer, de disparaître. Maintenant, on est en train de se reconstruire. Maintenant, il faut que les gens comprennent que ce mécanisme de reconstruction, il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut qu'on se donne tous la main pour pouvoir reconstruire ce tissu. Mais malheureusement... Quand vous dites que l'État n'a pas les moyens, qu'est-ce qui manque à l'État aujourd'hui? Non, l'État manque de tout. Aujourd'hui, les hommes formés à hauteur de souhait ne sont pas là. La logistique dont nous avons besoin, quand M. Dakono disait tout de suite pour aller traquer YAG, on a besoin de satellites. On a besoin de le suivre, on a besoin de le pister, on a besoin d'armes sophistiquées avec des grandes précisions. On n'en a pas. Aujourd'hui, nous avons des petits PM qui à peine tirent 30 coups, après c'est le truc qui chauffe. Il y a des problèmes. On n'est pas équipé, notre armée n'est pas équipée. Et malheureusement, en termes géopolitiques, c'est plus complexe que ça. On n'a pas l'armement comme ça, comme on paye des cacahuètes au marché. C'est compliqué. Donc, nous devons nous inscrire dans une dynamique où notre coopération avec nos partenaires doit être bien élaborée. Et ça, il faut que nous-mêmes, on sache qu'est-ce qu'on veut. Le Mali en tant que tel, sur l'échiquier international, qu'est-ce que nous voulons? Les affaires étrangères, quelle doit être leur démarche vis-à-vis de tout ce que nous voulons obtenir de nos partenaires? La difficulté au Mali aujourd'hui, c'est que le problème du nord du Mali, au-delà de tout ce que nous disons, les djihadistes et tout ça, mais il y a quand même une carte géopolitique qui est là. Maintenant, aujourd'hui, quel est le schéma sur lequel l'État accutise pour jouer? Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas dans quelle direction nous partons. Qu'est-ce que nous voulons négocier? Avec la France aujourd'hui, nous voulons des armes, nous voulons Yagagali, nous voulons tout ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Et en contrepartie, qu'est-ce que nous proposons à ces gens? Parce qu'il faut qu'on discute là, il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. C'est pas gratuit. Toute cette machine des Nations Unies qui coûte je ne sais pas combien de milliards. Aujourd'hui, si ces milliards étaient donnés au Mali, tu penses qu'on ne s'en serait pas sorti? Alors certains pensent, M. Dakono, que la MINUSMA ne pourra pas nous aider à sécuriser ce pays et que c'est l'armée malienne qui doit le faire. M. Bokoum pense tout de suite que l'armée malienne n'a pas les moyens de le faire. Alors quelle est la solution aujourd'hui? Bon, en fait, je crois qu'il serait prétentieux de ma part de dire voilà, c'est la solution. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que en plus du fait qu'il n'y a pas une solution, c'est que les solutions existent à plusieurs niveaux. Il y a le court terme, il y a le moyen terme et il y a le long terme. Au niveau du court terme, ce qui est privilégié aujourd'hui, c'est bien entendu la solution militaire. Bon, c'est tout à fait normal. Il faut déjà qu'on puisse contenir la menace avant de déployer les solutions qui peuvent être de moyen terme
terme ou de long terme. Mais au cœur de toutes ces solutions, il faudrait qu'on puisse parvenir à soigner les maux qui ont conduit, notamment, j'insiste là-dessus, les maux de gouvernance, qui ont conduit à la situation ou qui ont favorisé l'éclatement de la situation. Ça, c'est d'un point de vue de moyen et long terme. Au cœur de ça, on revient encore là-dessus. Il y a la question de justice, mais il y a également toute la question et la problématique de la réforme de notre secteur de sécurité aujourd'hui. On a beaucoup d'observateurs de la scène politique ou même publique malienne se sont réjouis du fait qu'il y a quelque temps, il a été adopté une loi de programmation militaire. Aujourd'hui, on parle de loi de programmation sécuritaire. Ces lois qui engagent des dépenses à hauteur de millions de milliards n'auront aucun effet si elles ne s'inscrivent pas dans une orientation stratégique claire pour nos forces de sécurité. La véritable question serait quel type de sécurité convient aujourd'hui pour le Mali, étant donné qu'on sait que le pays est très vaste, avec des cultures, des géographies très très différentes. Il est important pour nous d'analyser et de savoir quel type de... Et non pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut peut être très différent de ce qui est fondamentalement réel et convient à la situation. Et il est important qu'on sache quel est le type qu'on veut et que notre réforme rentre dans ce cadre. Il ne faut pas que les visions politiques ou la volonté d'avoir des effets ou des résultats mais qui ne conduisent pas loin occultent les nécessités du moment dans cette réforme du secteur de la sécurité. Et il existe encore beaucoup d'autres points, la question de la citoyenneté, l'implication des populations qui doivent être tous prises en compte et rentrer dans une logique déterminée par le Mali. Enfin, je terminerai par le fait que vous avez parlé de la force conjointe du G5. Il y a beaucoup d'autres choses dont on n'a pas parlé ici parce qu'on n'a pas eu l'occasion, mais il y a beaucoup de stratégies qui sont envisagées. Mais toutes ces stratégies n'auront de solution que lorsque le Mali va affirmer son leadership dans la recherche de solutions, y compris sécuritaires, au centre du Mali ou au nord du Mali. Il est important que le gouvernement malien, l'État du Mali se place au cœur du processus et assure le lead de tout ce qui se fait en tant qu'aide, que ce soit l'amunissement, que ce soit Barkhane, que ce soit haute force conjointe, le Mali doit avoir le lead et déterminer la direction à prendre. Alors on va profiter partir à Gao où il y a eu un sit-in cet après-midi, ce matin, aujourd'hui plutôt, et que les jeunes de Gao ont même déclaré qu'ils voudraient leur liberté. Alors on va les écouter. Nous avons demandé tout simplement le départ du gouverneur de Gao, M. Sidou Traoré. Mais malheureusement, nos autorités ont fait la sourde oreille. Donc nous pensons que cette fois-ci, il est temps que nous prenions nos responsabilités pour lancer un dernier ultimatum au gouvernement, aux autorités maliennes. Qu'à partir de quelques jours, si ce gouverneur ne quitte pas la région de Gao, nous ne serons plus de l'État malien. Nous ne serons plus des Maliens, nous allons proclamer définitivement l'indépendance de nos territoires. Il n'a aucun sens vraiment d'un gouverneur. Il est là uniquement pour marginaliser la population, manquer de respect à nos populations. Et ce genre de personnes ne méritent pas vraiment être responsables de la région. Nous pensons que nous ne sommes pas à un niveau d'être digne. Donc il faut qu'il quitte. Nous ne voulons plus de lui. Abba Kassambara, que pensez-vous de cette déclaration des jeunes de Gao? Bon, je ne peux que déplorer la situation. Là, je pense que c'est entendre ça d'une jeunesse en tant que membre rédacteur, ayant participé quand même à l'élaboration de la politique nationale de la citoyenneté, ça me fait vraiment mal à l'aise. Je pense que là, c'est l'institution, c'est la citoyenneté et le civisme même qui est en train d'être menacé. D'où mon appel à cette jeunesse d'abord, vraiment de se ressaisir et vraiment de savoir que les autorités ne sont pas contre nous, peut-être qu'ils sont là pour proposer des solutions. Ok, alors M. Bokoum, juste quelques secondes pour M. Bokoum, est-ce que doit-on prendre cet ultimatum au sérieux? Non, pas du tout, on ne peut pas prendre cet ultimatum au sérieux. Ça veut dire qu'en réalité aujourd'hui chacun s'inscrit dans une logique où on se dit on va au chantage, on fait... Non, mais c'est pas ça une république, c'est pas ça un État. Vous pouvez avoir une opinion différente et puis l'État n'est pas là pour répondre à toutes les
injonctions des uns et des autres. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on comprenne qu'il y a un État. Le citoyen lambda, il peut dire son opinion, mais pas aller dans des formes de chantage où on se désolidarise. Ce groupe qui parle comme ça, mais est-ce qu'ils peuvent représenter toute la région des Gao? Monsieur Dakono, quelle devrait être la réaction des autorités face à cette déclaration? Non, je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'au Mali, qu'on évite que les citoyens aient l'impression qu'il y a deux types de citoyens et que certains sont plus écoutés que d'autres. Ça peut amener beaucoup de situations, y compris celles de ce genre. Merci à tous. Insécurité à Mopti. La population dénonce l'absence de l'État. C'est le thème de ce débat. Nos invités, Oumar Batili, ancien maire de Mopti, Abba Kassambara, coordinateur de Think Peace Mopti, Baba Dakono, chercheur à l'ISS et Boubacar Bokoum, politologue. Je suis Mohamedou Touré, à la réalisation Ibrahim Aran Diallo, à la mise en onde Phili Dambélé et régie vidéo assurée par Peting Diara. À demain pour un nouveau numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.